Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Bonjour tout le monde, ici Mélissa Raté. Bienvenue à Mémoire de lieu. On vous amène au centre-ville d'Alma pour parler d'une rivière importante dans l'histoire de la ville, la Petite Décharge. Au fil du temps, elle a subi de nombreuses modifications et a fait l'objet de quelques événements marquants. La rivière Petite Décharge fait partie de notre quotidien et prend place de façon majestueuse en plein cœur de notre centre-ville. Ensemble, découvrons sa petite histoire. En compagnie d'Alison Damour, directrice du service d'archives et de généalogie à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Alison, merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Déjà la 4e saison pour Absolument. Mémoire de lieu. Oui. C'est plaisant de continuer à en apprendre davantage. La rivière Petite-Décharge, c'est notre sujet principal. On le sait que la rivière Petite-Décharge a vraiment été un élément important dans le développement et l'histoire de la ville. Plusieurs d'entre nous ont probablement entendu parler aussi de la glissoire et de la dalle. On y revient un petit peu plus tard, mais tout juste avant, parlons des caractéristiques de la rivière Petite-Décharge et de son origine. En fait, oui, son origine, Petite-Décharge, c'est un nom amérindien, en fait, qui partait de 2 syllabes, Copitoni, qui voulait dire décharge, et Ish, qui voulait dire petite, Copitonish pour petite décharge. Alors, c'est comme ça que le nom a été attribué en français. Et la petite décharge mesure 15 km de long sur un parcours un peu sinueux. Elle dévie un peu de sa trajectoire au long de son parcours et elle est caractérisée par plusieurs rapides ou des petites chutes qu'on pourrait appeler. La plus connue, c'est celle du Carcajou. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la petite décharge est un lieu où les premiers colons arrivent sur notre territoire. Ils partaient de Saint-Gédéon ou d'Héberville, longeaient le lac Saint-Jean pour ensuite entrer dans la petite décharge et s'établir dans ce qu'on appelle aujourd'hui le rang Mélençon. Il y a eu une poussée de la colonisation, donc synonyme d'exploitation forestière. À partir de 1846 aux environs, il y a plusieurs chantiers forestiers qui se sont installés le long des rivières, mais il faut le mentionner, les conditions n'étaient pas extraordinaires. Non, les conditions n'étaient pas extraordinaires. Il faut se remettre un peu dans le temps, même si on n'était pas là à ce moment-là. 1846, on sait qu'il y avait déjà quelques chantiers qui étaient mis en place. Les draveurs qu'on connaît déjà transportaient le bois vers les rivières et les faisaient descendre jusqu'aux scieries de Chicoutimi. On sait qu'en 1851, Peter McLeod et William Praz, des entrepreneurs très connus à l'époque, établissent des chantiers forestiers près des 2 décharges à Alma. Donc, c'est le même procédé. Il faut en sorte d'envoyer les billes dans les rivières et pour que ça se rende dans la scierie de Chicoutimi. Mais ils se rendent compte assez vite que les billes de bois, dans leur parcours, arrivent brisées. Hein? Ça fait que c'est un peu difficile. Puis ils se constatent aussi des pertes. Parce au long du parcours, les billes de bois se perdent soit dans des baies ou sur des terrains un peu partout. C'est à partir de ce moment-là, évidemment, qu'on décide de construire la dalle, la fameuse glissoire. Donc, on a commencé la construction en 1856. C'est le gouvernement fédéral à l'époque qui défrayait les coûts. Si on s'imagine un peu, là, la dalle, elle ressemblait à quoi et ses principales fonctions? En fait, c'est de favoriser la circulation du bois vers les scieries de Chicoutimi ou la scierie de Chicoutimi. C'était vraiment sa fonction première qui faisait en sorte que
il y avait moins de pertes et les billes de bois étaient moins brisées. Mais vraiment, la dalle était construite dans le but de transporter les billes de bois. Il ne faut pas oublier, à l'époque, pas de voiture, pas de chemin de fer, Absolument. pas rien. Le seul moyen de communication était la rivière. Et la dalle passait tout juste à côté de nous, là. La dalle passait tout juste à côté de nous, à quelques pieds, en fait. Elle partait de l'île Sainte-Anne, du haut de l'île Sainte-Anne, jusqu'au pont Carcajou. Alors, elle avait un parcours quand même assez intéressant. Elle mesurait 5026 pieds de long, toute faite de bois, on comprend. Mais avant de construire la dalle, il y avait la partie où il était vraiment les estacades étaient placées à la grande décharge et ensuite quelques barrages au nombre de 7 pour faire en sorte de favoriser que le bois se rende directement dans le petit bras de la petite décharge et ensuite les billes de bois étaient transférées jusqu'à la rivière Saguenay. C'est en 1860 que se termine la construction de la dalle. C'est un projet qui a coûté combien? Bien, en fait, la construction de la dalle à elle seule, elle a coûté 45 000 $. C'était Ignace Gagné qui était entrepreneur de la dalle à ce moment-là. Fait qu'on sait aussi que le gouvernement fédéral s'est engagé, bien sûr, à construire la dalle, mais également à l'entretenir. On sait que dans les 10 premières années de sa vie, la dalle a coûté 100 000 $ au gouvernement fédéral. C'était énorme pour l'époque. Et puis les citoyens du coin disaient que la dalle avait été recouverte de piastres 3 fois. C'était quand même assez dispendieux, hein? Oui. Pendant les bonnes années, combien de bio pouvaient passer par la dalle? Bien, en fait, les bonnes années, 80 000 billes passaient par la dalle par année. Un peu plus tard, vers 1892, ça a descendu à 24 800 billes. Fait qu'on comprend qu'avec le temps, la modernité qui arrive tranquillement, la dalle a perdu un peu de son utilité et elle sera détruite en 1893. Alison, peu de gens le savent, mais il y a eu un premier pont construit sur la rivière Petite-Décharge. Oui, un premier pont, et ce n'est pas le pont de fer. Hein? Plusieurs, des fois, se trompent un petit peu là-dessus. En fait, le premier pont est arrivé, les premiers ébauches du premier pont sont arrivés en 1868. C'est un ministre de l'Agriculture et des Travaux publics, un M. Vaillancourt, qui arrive ici à Alma, rencontre Damas Boulanger et lui donne le mandat de construire un pont, un premier pont, qui, dans notre interprétation d'aujourd'hui, il est en face de la rue Taché et il est en ligne droite jusqu'à l'autre côté de la rive. Il mesurait 574 pieds, il était complètement fait de bois. Et ce pont-là a été en place jusqu'à la construction du pont de fer. On a fait quoi de la structure de bois? La structure de bois a été réutilisée quand on a pu utiliser le deuxième pont pour faire un pont sur la rivière Bédard dans le Ranscott. Alison, parlons-en de ce fameux pont de fer Saint-Joseph. C'est le gouvernement d'Honoré Mercier qui avait créé à l'époque la politique des ponts métalliques, des ponts plus résistants, moins vulnérables. Comment s'est fait sa mise en place? En fait, la mise en place, il y a Gérard Maquet, qui est un ingénieur qui a été nommé pour la construction et la mise en place du plan du pont. En fait, en 1892, il est déjà là. Dès 1800, dans la même année, 92-93, il y a 79 tonnes de structures métalliques qui sont livrées à Alma par bateau de Québec. C'est quand même un événement à l'époque. Ouais. Et dès l'année suivante, 1895-93, les gens pouvaient déjà transiger par le pont. On se déplace en 1937. On va parler du nouveau pont Saint-Joseph. C'est l'entrepreneur Charles Maltais qui a déjà fait l'objet d'une précédente émission. Donc, Charles Maltais qui devient le premier entrepreneur à travailler à sa construction. Oui, en fait. Puis il ne faut pas oublier qu'en 1937, le premier pont était toujours là. Hein, il a été là jusqu'au moment où le pont actuel a été vraiment terminé. Fait que oui, effectivement, la ville d'Alma, en fait, propose de refaire un nouveau pont et permet, en fait, d'utiliser des terrains qui lui appartiennent des deux côtés de la rivière. Ensuite, Charles Maltais, lui, a été vraiment entrepreneur, le premier entrepreneur à ce pont-là, mais il laisse la place à quelqu'un d'autre qui s'appelle Armand Simard. Et M. Simard sera payé 3,50 $ par jour pour le travail d'entrepreneur. On sait aussi que Charles Maltais avait fait l'acquisition du pont de fer. Il l'a revendu à la municipalité d'Héberville, qui est encore au-dessus de la rivière Kenogamichich aujourd'hui. 1955, c'est cette année-là que les gens demandent un nouveau pont pour désengorger le centre-ville. C'est maintenant que rentre en scène le fameux pont Carcajou. Mais pourquoi Carcajou?
Bien, pourquoi Carcajou? En fait, le nom est un petit peu... il y a beaucoup de divergences d'opinion sur le nom du pont. En fait, le Carcajou, les Amérindiens l'appelaient Kwakwassu, qui voulait dire « diable des bois ». Fait que ça donnait une idée un peu de la personnalité de l'animal. Il y a aussi des gens qui pensaient que c'est parce que l'animal rôdait autour, ce qu'on pense qui est assez rare, parce que c'était plus vraiment un animal de bois. Puis il ne faut pas oublier, on est en 1955, puis il y avait quand même beaucoup de gens à Alma. Fait qu'on présume que le nom est donné en lien avec la rivière ou le cascade du Carcajou, qui fait qu'il est infranchissable, difficile. Je crois que c'est juste une personnalité des deux éléments qui ont fait en sorte qu'ils portent le même nom aujourd'hui. C'est pas tout le monde là, qui est en accord avec l'emplacement du pont Carcajou. Non, en fait, c'est sûr que le pont Carcajou, l'emplacement, le but premier, c'était la Ligue des propriétaires d'Alma en 1955 qui demande d'avoir un nouveau pont pour désengorger la circulation en ville. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y avait seulement le pont Saint-Joseph qui était là à l'époque. Fait que tout le monde transigeait par là. Puis c'est sûr que les propriétaires, les marchands du centre-ville d'Alma n'étaient vraiment pas d'accord parce qu'eux, ils voyaient des pertes. Hein, des pertes, il y avait moins de monde qui allait circuler dans le coin, puis en fait, des pertes financières. Mais quand même, le projet va de l'avant et dès 1959, la construction débute et il sera terminé le 20 décembre 1960 où il y aura l'inauguration et le pont Carcajou mesure, lui, 700 pieds. Parlons de tout ce qui entoure la rivière, parce que les gens, à un moment donné, ont réclamé, ont demandé au gouvernement d'avoir un mur qui longe la rivière Petite-Décharge. Pour quelle raison? Bien, en fait, c'est dès 1946 en plus. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les égouts étaient rejetés dans la petite décharge. Fait que ça causait beaucoup de désagréments aux propriétaires et aux résidents du coin. Donc, ils réclament des murs de soutènement. Dès 1949, il s'enclenche des projets de murs de soutènement, plus du côté du motel des Cascades à ce moment-là, okay, et de l'autre côté de la rive, où on commence à monter des murs de soutènement. Et un peu plus tard, commence la construction des murs de soutènement. On dit que la première période, c'est 1946-1954 environ, parce que dès les années 54, les murs commencent à s'en venir de notre côté vers le pont Carcajou. Mais la plus grande période où il y a eu des travaux, c'est vraiment entre 1964 et 1968. Là, vraiment, la Ville d'Alma reçoit des subventions d'1 million de dollars dans les années 60, qui n'est pas rien. 600 travailleurs travaillent pendant 6 mois. Donc, ça fait en sorte que les murs de soutènement de béton se sont rendus presque jusqu'au pont Carcajou. Et on n'oubliera pas non plus un élément important avec la petite décharge, ça a été la construction, le prolongement du boulevard des Cascades. Donc ça, avec le mur de soutènement, ça a été un plus. Oui, mais dès 1952, on commence à réfléchir déjà, on met un ingénieur sur des plans pour un possible boulevard des Cascades. On le sait que dans les années 60, on le voit sur les photos, il y a déjà un chemin, mais il sert beaucoup plus aux camions pour faire les travaux. On sait que le boulevard des Cascades, dans la conditions qu'on connaît aujourd'hui, terminera en 69-70 dans le cadre de la rénovation urbaine qui a changé vraiment la circulation au centre-ville d'Alma. Alison, on pourrait parler encore longtemps de la rivière Petite-Décharge parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments qui se sont poursuivis. Donc, pour la prochaine saison, on aura l'occasion d'en jaser, bien sûr. Absolument. Il y a beaucoup d'autres sujets qui sont super intéressants encore. Alison, merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu. La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.